7h13 et voici les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlet pour l'éco, Alexandre Cara pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on commence avec vous. L'économie et finalement le mariage entre Orange et Bouygues, dont vous nous parliez il y a fort longtemps, mais qui avait été démenti par la suite. Eh bien, il semble être en bonne voie. Elles étaient bonnes, vos infos, Axel. Exactement, il n'y a plus de démenti maintenant. Alors, il n'y a pas de commentaires, mais enfin bon, on vous fait comprendre qu'effectivement, il se passe bien quelque chose. On dit que des réunions seraient même prévues cette semaine entre les états-majors des deux groupes pour fixer les conditions d'un mariage. Alors, pourquoi parle-t-on de ce mariage ? Qu'est-ce qui a changé ? Le contexte a changé. En France, d'abord, le gouvernement ne serait plus opposé au fait qu'on l'on passe de 4 à 3 opérateurs parce que tout le monde a bien conscience qu'il y a un peu trop de guerre des prix en France et que du coup, ça affecte la qualité des réseaux, des investissements. Et puis au niveau européen, on se dit quand même que ce serait pas mal d'avoir quelques grands opérateurs européens qui puissent tenir tête face à Google, face à Apple. Et donc, dans ce contexte, eh bien, on a un Orange, le champion français, qui passe à l'offensive, qui passe à l'attaque et donc qui rachèterait Bouygues. Alors pourquoi Bouygues accepterait-il de vendre son bébé comme il dit ? Eh bien, parce qu'il va se retrouver avec 15%, c'est-à-dire il sera le premier actionnaire privé du champion français, peut-être européen. Et voilà, ce sera Monsieur Orange, ce sera l'homme fort d'Orange. Et alors vous allez me dire, oui, mais alors Stéphane Richard, il va avoir ce Martin Bouygues dans les pattes. Voilà. Et ben non, ça pourrait même le servir d'avoir Martin Bouygues comme allié pour l'épauler dans une conquête internationale. Alors c'est un jeu de billard à plusieurs bandes, mais on dit que Orange pourrait racheter Telecom Italia. Or derrière Telecom Italia, vous avez Vincent Bolloré. Voilà, vous avez Vincent Bolloré. Donc vous voyez, avoir Martin Bouygues comme appui dans une conquête internationale, ça peut servir la stratégie européenne d'Orange. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez un groupe Orange français qui est à la conquête, à la manœuvre, pour devenir un grand des télécoms en Europe. Ça, c'est votre enthousiasme de businessman. Mais par ailleurs, on dit aussi que derrière l'opération, il y aurait peut-être une volonté de mettre la main sur TF1 pour Orange, dont l'État est actionnaire. Ce serait peut-être une façon de contrôler un peu l'information. Stop. Bouygues dément catégoriquement cette histoire de TF1. TF1 va rester chez Bouygues. Et Bouygues a un argument massue. Il dit, écoutez, de toute façon, celui qui veut acheter TF1, c'est très simple. Il a besoin de l'autorisation de personne. TF1 est coté en bourse. Il y a 50% du capital qui s'achète librement. Donc, c'est n'importe quoi. Et alors, donc, on va TF1 bien n'est voir. pas dans le deal pour l'instant. Non, voilà. De ce qu'on nous dit. Voilà. Et si quelqu'un veut acheter TF1, il n'a pas besoin de l'autorisation de Martin Bouygues. Il peut le faire tous les jours à la bourse. De la politique avec Alexandre Cara. Alexandre, ce matin, vous nous révélez que François Hollande et Manuel Valls s'apprêtent à faire face à la fronde la plus importante depuis le début du quinquennat. On va encore monter d'un cran. Oui, Thomas. Et vous en doutez, le sujet qui fâche, c'est la question de la déchéance de la nationalité. La fronde va commencer ce soir, lors du bureau national, rue de Solferino. Et si l'on en croit un pointage informel réalisé au sein du PS, plus des 3/4 des membres du BN, c'est l'équivalent un peu de l'Assemblée du Parti Socialiste, sont opposés à cette mesure. Et parmi les députés, plus de 60% également y sont opposés. Bon, mais Alexandre, qui va la mener cette fronde ? Qui va en prendre la tête ? Écoutez, ce que je peux vous dire, Thomas, c'est que Martine Aubry tente depuis plusieurs jours de fédérer contre l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Mais en réalité, cette opposition va bien au-delà des frondeurs historiques. Elle touche même des Hollandais et des valsistes. Donc, a priori, pas de véritable leader, mais bien une conjonction d'opposition. Mais Alexandre, c'est encore possible de désamorcer cette nouvelle fronde ou pas ? Il n'aime pas les conflits, Axel. Ça va être compliqué, Axel. Car, comme me le disait hier un responsable socialiste, cette fois, ça touche à l'intime conviction des uns et des autres. Alors d'abord, pour gagner du temps, Jean-Christophe Cambadélis, en réalité lui-même opposé à la mesure, va proposer d'attendre... Le patron du PS. Exactement, le 18 janvier pour soumettre la mesure au vote du Bureau national. Et surtout, histoire de tenter de trouver un compromis, certains planchent au PS sur l'indignité nationale qu'il voudrait voir substituer à la déchéance de nationalité, quitte à faire un petit tour de passe-passe rhétorique en rebaptisant cette indignité nationale d'échéance de citoyenneté. Vous voyez, c'est un peu complexe. Mais pour l'heure, à Matignon, on semble plutôt insensible à cette histoire et totalement insensible surtout au compromis. D'autant que les Français, dans les sondages, plébiscitent la déchéance de nationalité, visiblement. Très largement. Donc on est quasiment à 9 Français sur 10 en faveur. Ça valide pas l'image d'un François Hollande, candidat à la présidentielle de 2017, un peu rassembleur et qui se moque un peu de ce qui se passe dans son camp ? Si, mais en même temps, je vous rappelle que quand on avait supprimé la peine de mort, c'était contre les sondages. C'est vrai, c'était en 80 avec François Mitterrand. Exactement. À l'époque. Alex Taylor, on va en Europe. Le reste de l'Europe qui est de plus en plus alarmé par une mainmise du gouvernement polonais sur les médias. Et oui, justement, vous en parliez tout à l'heure, Axel, de cette mainmise. Alors, je vais vous penser à un scénario. Imaginez si l'Assemblée nationale en France vote cette semaine pour virer les dirigeants de France Télévisions et de Radio France, pour mettre à leur tête des personnes nommées par Emmanuel Macron,
avec consigne de virer les journalistes non conformes. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait la semaine dernière les conservateurs droit et justice en Pologne, élus, je vous rappelle, à peine il y a 2 mois, très conservateurs et surtout très eurosceptiques. Ceci après avoir également émasculé, et je n'utilise pas l'expression que m'a conseillé tout à l'heure Alexandre Kara, mais vous voyez ce que c'est, émasculé il y a 2 semaines le Conseil constitutionnel du pays. Bon, et comment l'Europe réagit alors? Un peu mollement, vous imaginez, pendant les fêtes. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté d'ailleurs la semaine ils en profitent. dernière. Voilà. L'attention est ailleurs. Donc, Oui, sur le tribunal constitutionnel, Bruxelles avait déjà envoyé 2 lettres à Varsovie sans réponse. Mais depuis hier, sur les médias, le ton monte. Le vice-président de la Commission européenne parle d'enfreinte à l'état de droit. Un commissaire a évoqué hier dans un journal allemand qu'on pourrait destituer la Pologne de son droit de vote au Conseil européen. Et puis on évoque même l'option nucléaire. C'est quoi L'option nucléaire, c'est carrément menacer un pays d'expulsion s'il bafoue l'état de droit et les valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est l'option nucléaire, car on espère que sa seule mention menace suffira pour faire plier le pays. Mais il faudrait dissuasion. Voilà, c'est pas très probable, parce qu'il faudrait que tous les pays soient d'accord, et la Hongrie en ce moment soutiendrait la Pologne. Mais en tout cas, 2016, pas seulement l'année du Brexit, mais aussi celle de j'essaie de trouver le mot, la Pologne-expulsion. Pologne-expulsion. Je ne sais pas si vous avez des mots. Mais là encore, Alex, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est arrivé en France. C'était en 1968. À l'époque, c'était l'ORTF. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une reprise en main du pouvoir. Et beaucoup de journalistes contestataires ont été virés. Il n'y a pas qu'en France, en Europe. Mais là, c'est 2016. Donc mais à l'époque, on n'envisageait pas l'option nucléaire. Donc de virer la France de l'Union. Donc autre temps, autre mœurs. À l'époque, on aimait voir des pays arriver dans l'Union. Aujourd'hui, les pays qui y sont ont plutôt tendance, certains en tout cas, à avoir envie d'en sortir. Et si on innovait, tiens? Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et avec Anne Le Gall, on parle d'un nouveau matériau très prometteur pour l'industrie. Et pourtant, Anne, il est très creux aussi, ce matériau. Voilà, alors pour commencer l'année 2016, on retient ce sigle MOF, M-O-F, MOF comme... Marc-Olivier Fogiel. Non, j'allais dire aussi comme métal. Mais il n'est pas très creux. C'est pas lui. Ah non, il n'est pas creux. Non. Là, on parle de Metal Organic Framework. Il s'agit de cristaux métalliques très poreux. Et donc, effectivement, ils sont creux puisqu'ils sont composés à 80% de vide. Et le vide, c'est utile dans l'industrie? Et oui, parce que qui dit matériaux poreux dit grande surface d'échange avec l'extérieur. Et figurez-vous que 1 gramme de ces cristaux métalliques en surface d'échange, ils ont l'équivalent de la surface d'un terrain de foot, 5000 m². Wow. Donc ces MOF sont du coup très efficaces pour capter des molécules, donc pour créer des réactions chimiques, ou alors pour stocker par exemple des gaz ou stocker de l'énergie. On peut stocker l'équivalent d'un terrain de foot dans un en surface d'échange, voilà, en surface d'échange entre les molécules. En fait, c'est ça. Voilà. Si on dépliait la molécule, exactement, ça ferait... la surface maximale d'un terrain de foot. On est entre 2 terrains de tennis et un terrain de foot. Mais on vient de les découvrir, ces MOF? Alors, on en parle depuis 10 ans, mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y a sans arrêt de nouveaux usages. Et désormais, on parle d'utiliser ces cristaux poreux en électronique. Ça, c'est vraiment nouveau. Personne n'en parlait avant. Pourquoi ? Parce que normalement, ces MOF ont besoin, pour fonctionner, pour être installés, de solvants liquides. Et évidemment, le liquide et l'électronique, ça fait pas bon ménage. Non. Voilà. Mais voilà. Mais fin 2015, des scientifiques australiens et belges ont trouvé la parade. Ils ont trouvé une nouvelle méthode pour produire ces cristaux métalliques sans liquide, par vaporisation. Et du coup, les MOF deviennent intéressants pour miniaturiser encore les puces électroniques, puisque là encore, sur une toute petite surface repliée, on va pouvoir mettre beaucoup de composants et ça permettra de fabriquer des ordinateurs encore plus petits. On va quand même des claviers un peu plus gros, parce que sinon on finira par plus y arriver. Là, on parle de la mémoire de l'ordinateur. Un petit mot, les amis, car demain, un de nos experts ne sera plus là. C'est vous, Alexandre Kara, vous qui nous quittez pour prendre la direction des rédactions de France Télévisions. Vous allez nous manquer. Bravo. Vous allez me manquer, Alex. Ils ont de la chance à France Télé. Au nom de la rédaction, donc, je me permets de vous embrasser et je vous souhaite que cette nouvelle aventure soit la plus belle possible. Je vous embrasse tous et vous allez me manquer également, parce que c'est une belle histoire de 5 ans qui s'achève et c'est une autre belle histoire qui commence. Absolument. Mais en tout cas, je penserai toujours à vous et je vous écouterai tous les matins. 104.7 à Paris. On vous souhaite tout le bonheur du monde et la plus belle réussite à France Télé. À bientôt, Alex.